Matrix, c'est un film qui vaut 18 sur 20, je trouve. Et c'est bizarre. Alors, c'est pas bizarre que je trouve que le film est bien, parce que le film, il est très bien. Ce que je trouve bizarre, c'est que 18 sur 20, ok, cool, mais les sœurs Wachowski, moi, je les connais pas et je suis pas leur prof, ça va pas aller dans la moyenne. Hein. Alors, pourquoi est-ce que on le note comme ça ? Et je dis pas, genre, pourquoi est-ce que je trouve que le film est bien ? Non. Genre, pourquoi est-ce que mon avis, je le représente par une note sur 20 ? Ou une note de manière générale, d'ailleurs. Hein, c'est quoi ce bordel ? Et c'est de ce bordel qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Comment et surtout pourquoi noter là ? Alors normalement vous allez me dire oui on met des notes parce qu'on veut recommander, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va pas se casser les couilles à lire des dizaines et des dizaines et des dizaines de paragraphes de plein de critiques différents pour savoir si un film est bien ou pas. Que s'il y a un critique qui dit 20 sur 20 et que l'autre critique qui dit 10 sur 10, on sait que ça fait 100% quoi. Ou genre 10 sur 20 c'est 50%, vous voyez ce que je veux dire. C'est très facile de faire l'agrégat ensuite, de faire des calculs avec et tout. C'est mathématiquement précis quoi. Et ça c'est ultra pratique parce que on n'a pas eu le temps illimité, on n'a pas de la thune illimitée, alors voilà. Donc les notes c'est quoi ? C'est pour le marché. Voilà, c'est sur le marché de l'art, pas de l'achat-vente d'art à fin d'investissement, mais le marché de l'art en mode je dois dépenser des sous pour regarder un film. Enfin, vous n'êtes pas obligé de dépenser des sous pour regarder des films. Moi, généralement, je le fais pas. Du coup, les critiques, leur avis, ils le résument sous forme de notes. Et comme ça, on peut faire des agrégats de toutes les notes. Et on va, comme ça, pouvoir se renseigner à ce film. Est-ce que, a priori, il est bien ou pas ? Ce jeu, a priori, est-ce qu'il est bien ou pas ? Est-ce que la pièce de théâtre, elle vaut le coup ? Est-ce que le musée, il a des bons avis sur Google ? Vous voyez le principe. Sauf que pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est quelque chose de aussi beaucoup plus personnel, mettre des notes. Je veux dire, vous avez peut-être déjà mis des notes pour personne d'autre que vous. Genre juste sur Letterboxd ou Sens Critique ou Album of the Year ou je sais pas quoi, juste pour cataloguer en fait les œuvres que vous avez appréciées ou pas, ou en tout cas celles que vous avez vues ou lues ou entendues ou blablabla. Genre, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour répondre à cette question, moi je vais d'abord parler de il y a quoi dans une note ? Comment c'est le processus de représenter notre avis qui peut être très complexe par une note ? Quand on note sur 20, le 20 c'est le dénominateur je crois, et le numérateur est au-dessus. Il me semble, ça fait longtemps que je n'étais plus à l'école, bref. C'est simple, c'est genre, ok, ça c'est la note maximale que tu as le droit de donner, c'est ton budget de points, combien tu donnes de ton budget de points à cette œuvre. C'est assez simple, genre un album, comment je le note ? Peut-être que c'est compliqué de noter un album, alors on va noter chaque chanson, et après on va faire la moyenne de toutes les chansons. Genre Rust in Peace, j'ai envie de lui donner genre comme ça à chaud 18 sur 20, parce qu'il est presque parfait, c'est bon, tout le monde sait qu'il est très bien, vous avez lu l'article de The Onion aussi. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai écouté tout l'album et noté chaque chanson. Voilà, et quand on fait la moyenne, ça fait effectivement 18,05555555. Non seulement on peut faire la moyenne des notes des critiques pour représenter l'avis moyen, mais en plus de ça, dans un avis simple, on peut faire la moyenne de notre avis sur plein de petits aspects de l'œuvre, hein, toutes les albums d'une chanson, non, toutes les chansons d'un album, et puis faire les trucs comme ça, et puis on peut faire ça avec des films aussi par exemple, hein, genre un film, ok, on va noter la scène ou alors le scénario, puis ensuite on va noter le son, puis ensuite machin, et les jeux vidéo c'est pareil, hein, vous voyez les reviews c'est ça, genre jeuxvideo.com au début c'était genre ok la note pour le gameplay, la note pour le scénario, la note pour les graphismes et tout ça, et ça a vraiment cet aspect genre voilà c'est laser quoi, c'est précis, on fait des maths là, tac 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 et tout, sauf que en fait ce qui est chiant avec ça c'est qu'il y a des, enfin vous le savez très bien il y a des films où vous dites ok le scénario est naze mais putain j'ai aimé tout le reste et la vibe et l'ambiance, c'est là où vous commencez à arrêter de dire ah je pense que ce film c'est un 15 sur 20 et vous commencez à dire à vos potes genre non mais alors bon, juste pour l'animation, ou juste pour le scénario, ou juste pour ci et ça, vous voyez ce que je veux dire ? Genre la note s'arrête parce que la vie est trop complexe. Est-ce que vous mettez 10 sur 20 à un film qui est moyen partout, et aussi 10 sur 20 à un film qui est excellent en certains points, et nul à chier dans d'autres points ? On pourrait mathématiquement continuer à se dire, ok, c'est très simple. Genre dans Bubba Hotep, par exemple, c'est un film qui est intime, qui est un peu truc, du coup, la performance d'acteur de Bruce Campbell, on va la pondérer à 5. Ça va être coefficient 5 dans le bulletin, d'accord ? Et ce qu'on pourrait dire, c'est que parce que quand il y a quelque chose qui est super génial, ça peut élever tout le reste de l'œuvre, quoi. Du coup, on pourrait se dire, ok, tous les points qui sont au-dessus de 16 multiplient le coefficient de cette catégorie par 0,25. Enfin non, par 1,25, pardon. Lui rajoute 25%, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ensuite, on pourrait faire vraiment des calculs précis, et puis ensuite, normalement... Non, t'es taré, genre, faut pas faire ce genre de choses. L'art, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est émotionnel, par nature. C'est vraiment...
Comment expliquer ça ? En gros, quand je dis que l'art est par nature émotionnel, je veux pas dire que l'art est par nature genre larmoyant ou que le violon ça fait pleurer et tout ça. Non, ce que je veux dire c'est que on est obligé de l'aborder par notre empathie, par notre capacité à aimer. J'adore Doom, les jeux Doom, et puis j'adore aussi avoir des sous sur mon compte en banque. C'est deux choses qui ont une réponse émotionnelle très similaire, in fine, hein, c'est-à-dire que que ce soit les sous sur mon compte en banque ou quand je joue à Doom, c'est quelque chose qui m'enlève du stress, et puis c'est cool, c'est apaisant, c'est voilà. Pour la même réponse émotionnelle, pourtant Doom, c'est de l'art vidéoludique, et le compte en banque c'est juste quelque chose, quoi. C'est pas de l'art, c'est pas une œuvre. Pourquoi ? Eh bien c'est parce que pour aimer Doom, je dois aimer Doom, c'est un peu con, mais genre j'aime la direction artistique, j'aime le gameplay, j'aime la musique, j'aime les graphismes, vous voyez ce que je veux dire ? J'aime Doom parce que j'aime ce qu'est Doom, c'est purement émotionnel, j'ai pas vraiment d'autres mots à dire pour ça. Alors que quand mon compte en banque est dans le noir, c'est juste purement logistique, que oui c'est cool, ça me permet de déstresser, ça me fait moins culpabiliser sur le fait que je me suis flingué un paquet de genre sticks, bretzel au fromage en une nuit et tout ça, vous voyez ce que je veux dire, genre l'art est purement émotionnel parce que c'est notre empathie, notre capacité à aimer qui fait qui régit comment on interagit avec, ouais. Si vous allez à l'hôpital et que vous avez eu un accident, on vous demande de choisir quel smiley vous êtes parfois pour savoir à quel point voilà, vous êtes dans la merde, hein. Est-ce que vous allez bien ou est-ce que vous êtes sur le point de crever. À l'hôpital, ils font ça parce que c'est beaucoup plus facile de donner son ressenti, quelque chose de plus genre... tu vois, moins calcul, moins logique, je sais pas trop comment dire. C'est beaucoup plus facile de donner un ressenti comme ça par des symboles. Et c'est pour ça que pour moi, les notes sur 5, c'est pas forcément des scores chiffrés non plus, parce que si c'est des étoiles, genre, je comprends que des étoiles, c'est un niveau de prestige. Genre, je comprends que genre 5 étoiles, c'est comme un hôtel 5 étoiles. Et aussi, faut pas oublier mon système un petit peu préféré, je vous spoil déjà un peu, le système de lettres, hein, c'est-à-dire comme à l'école, hein, où il y a F, c'est de la grosse merde. A, c'est super bien, et avec l'influence du Japon, on a aussi maintenant le S qui est au-dessus du rang A. Voilà, si vous ne le savez pas pourquoi le rang S au-dessus du rang A, ça vient du système scolaire japonais, qui lui-même du coup après est allé dans le système de ranking dans les jeux vidéo japonais qui sont venus vers nous, et on s'est dit oh putain, S, trop stylé, S au-dessus du rang A, oui d'accord. Genre un album qui est presque parfait avec une seule chanson un peu en dessous qui a 20 sur 20, ce serait mathématiquement faux, mais le même album, je lui mets un rang S ou un 5 étoiles quand tu veux. C'est très populaire alors que c'est pas pratique du tout pour faire l'agrégat des avis, hein. Les sites agrégateurs, ils doivent agréger genre un mec qui a mis 89% à un film avec un mec qui a mis genre 3 petits lutins sur 5 avec un mec qui a mis B+. Bon, c'est impossible, mais pourtant on utilise ce système parce que en fait je pense on le fait pour nous aussi, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien moi je pense que la réponse commence par une locution latine qui est fausse, mais qui est in vino veritas, les gens disent, mais je crois que c'est in vino veritas, bref, qui dit la vérité est dans le vin, ou en fait, en gros, la vérité c'est dans l'état d'ébriété qui empêche la charge mentale du mensonge, quoi. Il faut réfléchir pour mentir, et du coup, voilà. Alors, moi, je trouve que ça, c'est faux, hein, c'est une locution complètement conne, parce que des mecs bourrés, j'en ai vu mentir tout le temps, hein. Je veux dire, parfois, c'est même beaucoup plus facile de mentir quand on est bourré. C'est un truc de zinzin. Mais moi, il y a un autre truc que je pense, par contre, c'est que in ars veritas, la vérité est dans le cul. La vérité est dans l'art. Et je me suis peut-être trompé sur la déclinaison de ars pour art, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de latin. Quand j'étais au collège, j'avais une prof de français qui était, et j'ai pas d'autres termes, mais qui était un peu genre fan, entre guillemets, de moi, ou en tout cas très encourageante sur le fait que j'aime écrire des histoires et tout ça. Et j'avais une pote qui avait un an de moins que moi, qui avait cette prof aussi. Du coup, elle l'avait dans une classe en dessous. Et un jour, elle m'avait dit que la prof leur a fait étudier un de mes textes, genre une de mes histoires. Elle leur a fait faire une analyse de texte dessus et j'ai eu accès à cette analyse. C'était super bizarre parce que l'histoire, je l'avais complètement bâclée en fait. Je l'avais pratiquement complètement pompé le principe de Christine de Stephen King que j'étais en train de lire à l'époque. Stephen King qui lui-même avait peut-être pris le principe de Portrait de Dorian Gray qui lui-même était peut-être un livre. Bon, vous savez comment l'art ça fonctionne et l'inspiration. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, j'étais en mode je vais écrire une histoire comme ça parce qu'il faut que j'écrive une histoire pour les cours. Ma fibre artistique et toute ma réflexion pendant l'écriture, c'était waouh, c'est trop cool, et c'est tout. En gros, je ne voulais rien dire et du coup, je ne pensais avoir rien dit. Sauf que il y avait quand même énormément de choses dans ce texte. Freud, c'est une fraude. Vous le savez peut-être déjà, Freud, c'était un gros trou du cul et il n'y a pas vraiment d'analyse de l'auteur a dessiné dans son tableau des drapés bleus, et le bleu c'est la couleur de la dépression, donc l'auteur est dépressif.
Non, ça c'est débile et ça n'existe pas. Pour vous la faire courte, l'analyse de texte, ce n'est jamais auteur écrire histoire triste, auteur triste. C'est auteur écrire histoire triste. Donc voilà comment est-ce que l'auteur voit cette émotion qu'est la tristesse, par quel rapport, comment est-ce qu'il choisit de la mettre en scène, de la décrire et tout ça. C'est beaucoup plus complexe, mais ça n'est pas pour autant moins révélateur. C'était impossible pour moi de rien dire, même si je voulais pas le dire. Et c'est pour ça que vous faites des analyses de texte en cours aussi. Hein. Genre, le but, c'est pas de noter Albert Camus, de lui envoyer une lettre et de dire putain frérot, t'écris trop bien, l'étranger, tout ça et tout. Non. Le but, c'est de dire, ok, dans tous les textes, on peut extraire quelque chose. Genre, il y a quelque chose de l'auteur dedans, qu'il veuille le dire ou non, qu'il s'en rende compte ou non, il y a quelque chose dedans. Mais il n'y a pas que l'auteur dedans. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une œuvre qui s'appelle 4:33 de John Cage, qui est souvent décrite à tort comme étant 4 minutes 33 de silence, ce qui est faux. 4:33, c'est 4 minutes 33 de bruit ambiant, mais de l'ambiance au moment où on l'écoute. En gros, 4:33 pour la plupart des gens dans un auditorium, ce sera les bruits de l'auditorium, donc c'est un peu genre comme ça. Les chaises, les trucs et tout, ils toussent. Voilà, peut-être que parfois 4:33 ça sonne comme ça aussi. Une autre œuvre contemporaine qui divise, c'est le film Wavelength de 1967. Pour faire très simple, c'est un film dans lequel il se passe pratiquement absolument rien. Il se passe tellement rien pendant 45 minutes que c'est absolument impossible pour qui que ce soit de ne pas avoir vu la même chose que les autres. On peut pas manquer quelque chose si on regarde le film sur grand écran. C'est la même chose que si on l'a regardé sur son iPhone de 2008. C'est vraiment impossible pour les spectateurs de ne pas avoir vu et capté exactement la même expérience. Et pourtant, les avis divergent. 4:33, si vous l'écoutez dans l'espace dans une chambre anéchoïque, vous n'entendrez pas de silence. Vous entendrez votre propre cœur battre. Et ce cœur qui bat, il est présent dans absolument toutes les autres œuvres que vous regardez. Voilà, donc je pense que vous avez fait le lien maintenant. Hein. Je pense que l'art révèle absolument, sans mensonge, impossible de se cacher. Et dans tout art, dans toutes les œuvres, il y a aussi le spectateur. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est très difficile d'être sincère et même d'être parfois mis devant le fait accompli qu'on est sincère. Est-ce que vous avez peut-être déjà vu quelqu'un, ou c'est peut-être malheureusement déjà arrivé, de blesser d'une blague. Vous avez voulu dire une blague et la blague elle a blessé des gens. Peut-être que il y a l'envie de dire une blague, c'est incapable, faut commencer. Les gens qui sont blessés par les blagues, c'est tous des trous de cul, ils sont faibles, c'est débile. Il faut arrêter ça, genre les blagues, ça fait rire et puis c'est tout. Puis si ça se fait pas rigoler, tant pis, mais t'as pas à être blessé et tout. C'est pour moi évidemment complètement débile et évidemment que des blagues peuvent blesser. Pourquoi est-ce que les blagues peuvent blesser ? Parce que les blagues peuvent faire rire et l'un ne va pas sans l'autre. L'humour, c'est un ton employé. C'est pas une forme d'expression artistique complètement à part. Ce que je dis pas, c'est il faut s'excuser quand une blague blesse. Ce que je dis, c'est non, il faut faire l'effort de comprendre pourquoi est-ce que la blague a blessé. Cette question, pourquoi est-ce que je t'ai fait du mal, elle est fondamentalement similaire pour moi à la question pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé ce film que moi j'ai aimé par exemple. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est blessé dans le cas du film, mais ça veut dire que dans les deux cas, c'est une interrogation empathique. C'est par notre capacité à ressentir des émotions et à aimer qu'on pose la question, genre, moi j'ai ressenti ça et toi tu as ressenti ça. Pourquoi ? Alors pourquoi mettre des notes ? Eh ben c'est très simple, c'est... attendez là, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Battlefront... Voilà, c'est pour s'exprimer. Je pense que mettre des notes, c'est chercher à s'exprimer. Je pense qu'on aime ça parce que c'est un moyen de dire qui on est. Je suis quelqu'un qui pense qu'une tier list, c'est mieux si on a le droit de mettre crank à cheval entre plusieurs lettres. Je suis quelqu'un qui a ajouté un axe à sa tier list pour signaler que j'aime beaucoup certains aspects de Fast and Furious, mais que j'aime Dune dans son intégralité. Je suis quelqu'un qui aime l'art en général, qui précise bien que moyen n'est pas mauvais. Une note dans un océan de notes, une note à contre-courant, ou une note qui chante en chœur. Une note minimale pour parler de ce qui nous dégoûte. Une note maximale comme moyen de clamer haut et fort cette œuvre est spéciale pour moi, elle parle en mon nom. Et toutes les notes possibles et imaginables pour dire voilà qui je suis. Et un truc auquel j'avais pas vraiment pensé, c'est que quand j'ai imprimé 2 pages de petites vignettes, là je voulais pas faire plus parce que c'était trop chiant.
Bah, en fait, j'ai surtout imprimé des trucs que j'aimais bien. Genre, c'est pas vraiment. Là, c'est juste un propre pour là, c'est pas mes œuvres favorites, machin et tout ça. Genre, dessus, il y a pas La Cité des Enfants Perdus, alors que c'est mon film préféré. Mais je voulais juste faire un petit collage sympa, et en fait, j'ai instinctivement choisi de surtout imprimer des trucs que j'aimais bien, ou que je trouvais intéressants d'une manière ou d'une autre. Et ça veut dire quelque chose sur moi aussi, j'ai l'impression. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, je sais absolument pas du tout ce qu'elle va valoir. Je l'ai tournée plusieurs fois parce que je la trouvais chiante à mort et je savais pas comment faire et je savais pas comment tourner et blablabli et blablabla et on verra. Moi, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette œuvre et évidemment, abonnez-vous. Bisous.